C'est dans le désert que l'on découvre de quoi l'on est capable. Un rêve de gamin, 22 jours, 5700 km à moto. Au Maroc, tout s'accélère. Oued, piste rapide, col de Belkacem. Puis pour la première fois, je me retrouve seul. Seul face au désert, seul face au sable, direction Merzouga et ses dunes. Après une nuit apaisante à l'hôtel, cette 4e journée sera une journée de transition. Direction Merzouga et ses célèbres dunes, mais par la route. Même Rémi et Thibaut n'ont pas voulu prendre la trace que je proposais. Une trace de 270 km, mais avec de longs passages de sable, ils préfèrent renoncer. Leurs ténérés chargés avec les bagages sont définitivement trop lourdes. Je me rallie donc à l'avis général et irai à Merzouga par la route. Oui, mais voilà, le Maroc réserve toujours des surprises. Aux abords d'Airfood, on aperçoit au loin des panaches de poussière. Ce sont des concurrents du rallye du Maroc qui font leur dernier test avant le grand départ ce week-end. Ni une, ni deux, nous quittons la route et prenons quelques kilomètres de piste pour aller voir passer ces monstres du désert. Je trouve un spot sécurisé à l'ombre d'un arbre pour voir le passage des SSV de course et des protos Toyota et Ford à fond, à quelques mètres de moi seulement. Juste fabuleux. Entre deux véhicules, obligé de me tourner dos au vent pour protéger le matériel et mes yeux de la poussière. Après quelques passages et un véritable bain de poussière, je rejoins les garçons restés un peu plus loin au bord d'une longue ligne droite où les moteurs s'expriment à fond. Cette pause rallye raid terminée, nous repartons complètement enthousiasmés par ce que nous venons de vivre, mais aussi complètement recouverts de sable. Autour de nous, le paysage a de nouveau radicalement changé. Quelques kilomètres plus loin, nous quittons la route de Merzouga pour faire un petit crochet par la prison des Portugais, un site historique qui domine un plateau désertique. Élément géologique naturel en forme de U, ce site aurait d'abord été utilisé comme réserve d'eau, puis comme abri contre les tempêtes de sable pour les voyageurs, puis de lieu de repos pour les nomades, puis de lieu de détention d'abord pour les esclaves qui travaillaient à sa construction, puis pour les prisonniers eux-mêmes. La prison portugaise tirerait son nom du fait que ce sont les Portugais qui auraient construit le mur faisant office de porte d'entrée au XIXe siècle. Mais tout ceci reste flou, mystère. Ce qui est sûr, c'est que la vue panoramique donne le vertige et que plusieurs films, dont La Momie ou Spectre, y ont été tournés. En arrivant, on me fait signe d'avancer, mais je m'arrête car j'ai toujours le vertige et là, impossible d'aller plus loin, c'est définitivement trop haut perché pour moi. Je comprendrai après que cet endroit est le spot photo pour immortaliser son véhicule sur le pic rocheux au-dessus du vide. Le vide, je ne vais pas y échapper. Nous passerons en effet un long moment à l'ombre en bord de falaise, à prendre le thé, jouer de la guitare et discuter avec des locaux. Vas-y. Après cette longue pause, nous rebroussons chemin pour retrouver la route. Caouette affiche plus de 36 degrés.
Mais ce n'est pas cette température qui va m'empêcher de profiter de ces quelques kilomètres de piste pour faire de nouveau la course avec les Ténérés de Fabrice et JC. En empruntant une piste parallèle, je remonte tour à tour les motos du groupe des Lorrains. Visiblement, j'ai gagné en assurance après ma petite expérience en solitaire dans le sable hier. Je ne me pose plus de questions, j'accélère et ça passe. C'est par où là ? Go. Une fois le groupe recomposé, c'est une longue, très longue portion de route qui nous attend. Heureusement, ponctuée régulièrement par des traversées de villes et villages, comme ici Rissani et sa magnifique porte finement ouvragée. Pour la petite histoire, Rissani a été le plus important centre caravanier du Maroc durant le Moyen-Âge. Située aux portes du Sahara, aujourd'hui à quelques kilomètres de la frontière algérienne, elle servait de point de départ aux caravanes traversant le Sahara vers Tombouctou et Gao, par exemple. Les nombreux contrôles policiers que nous croiserons seront l'autre attraction de ce long secteur routier. Mais par chance, à moto, on nous laisse passer à chaque fois. Tu l'as peut-être noté derrière les policiers, ça y est, les dunes de Merzouga pointent enfin leurs grains de sable à gauche de l'image. L'excitation commence à monter. Mais alors que l'on arrive, un long troupeau de chameaux traverse la route, la bloquant totalement. Nous en profitons pour marquer un stop, et alors que je veux l'allumer, ma GoPro me reste dans les mains. Le support fixé sur mon casque a littéralement fondu à cause de la chaleur. On essaye de trouver le garage Saïd. Saïd, ça il va voir ses pièces. Il est en effet encore tôt, alors avant d'aller à l'hôtel, nous décidons de passer par le garage Saïd pour la BMW de Manu, dont les joints spi de fourche ont rendu l'âme il y a 2 jours déjà. Ils ne les ont pas, mais rendez-vous est pris pour demain matin, ils pourront réparer malgré tout. Après une bonne nuit à l'hôtel, c'est parti pour une journée de repos. Nous restons en effet à Merzouga aujourd'hui, mais à part Fabrice et JC qui profitent de la piscine de l'hôtel pour recharger les batteries, pas question de ne pas rouler. Thibaut et Rémi sont partis tôt se tester dans le sable, Manu est retourné au garage pour faire réparer ses joints de fourche, et moi, je m'élance pour faire le tour des dunes en solitaire et essayer d'apprivoiser sereinement le sable. À ce moment-là, je me vois encore affronter et arriver au sommet de la plus haute dune de l'Ergueshébie. Oui, mais voilà, je comprends vite que la tâche va être plus compliquée que prévu. Difficile d'extraire ma petite Versys X300 du sable et encore plus difficile de rouler sans poser les pieds au sol. À peine le dur, la motricité et l'équilibre retrouvés, que l'on retourne immédiatement dans le sable. Heureusement, j'arrive à prendre un peu de vitesse et donc à retrouver l'équilibre et remettre les pieds sur les cale-pieds. Mais cet équilibre précaire sera de courte durée. Pas question de baisser les bras pour autant, je remets les gaz, mais faute de vitesse, impossible pour moi de garder l'équilibre et de ranger mes pieds. Le problème, c'est que dès qu'un pied touche ou même frôle le sol, c'est le déséquilibre assuré, un véritable cercle vicieux.
le vois là, le pied qui ne demande qu'à y aller? Regarde bien l'impact qu'il a sur l'équilibre de la moto. La réaction est immédiate. Je finis par me dire que je n'ai sans doute pas assez dégonflé les pneus. Je m'arrête sur une zone plus stable et descends la pression des deux roues à 0,8 bar pour augmenter leur portance. Et effectivement, ainsi dégonflé, plein gaz, ça a l'air de mieux passer. Certaines zones sont plus difficiles que d'autres, mais j'avance. Je te cache pas que c'est laborieux quand même. Regarde ma concentration alors que je roule sous les 15 km/h. Allez, une fois n'est pas coutume, je te laisse profiter de cette séquence brute, sans musique, histoire que tu entendes de la pauvre Cahuète hurler dans le sable. Finalement, le sable, c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux que les passages en tôle ondulée qui viennent ponctuer le terrain entre deux dunettes et qui finiront par sectionner les supports de mes deux clignotants arrière. Bon, je roule, mais avec toutes les traces dans tous les sens qui se croisent et se recroisent, je ne sais plus où est la piste, moi. Le temps d'essayer de me réorienter. Et je repars. Ou plutôt, j'essaie de repartir. Petit medley de mon apprentissage dans le sable. C'est fou parce que je viens de rouler ou tenter de rouler pendant seulement 15 minutes depuis la chute que tu viens de voir. Et pourtant, je suis complètement exténué. La matinée va continuer ainsi, avec des alternances de sable, de portions plus roulantes, et toujours avec quelques cailloux de temps en temps. Et puis évidemment, au fur et à mesure, même si ça reste très précaire, l'assurance vient un peu plus, et on se prend au jeu. Et forcément, ce qui devait finir par arriver, arriva.
beau tankage, moto posée sur le sabot moteur, roue arrière et caméra enfouies sous le sable. Je ne te cache pas que là tu te sens vraiment seul, et il fait plus de 40 degrés. Je sais qu'il ne faut pas insister, et pourtant, j'y vais. Et puis, à force de persévérance, ça finit par sortir. Libéré, soulagé, heureux de t'en être pas trop mal sorti, tu repars de plus belle. Tu profites de la joie d'être là, dans ce décor, de vivre ce rêve de gamin, jusqu'à la péripétie suivante. Et la péripétie suivante ne va pas se faire attendre. Ce sera une rencontre, celle d'un berger qui transporte sa chèvre sur sa moto, dans le sable, avec des pneus route, alors que toi tu galères avec une moto adaptée et légère. Normal quoi. Ça va? Français. Français. Il y a encore du sable après? C'est bientôt la fin ou pas? Oui, dans ces cas-là, tu poses les questions essentielles. Et tu essaies surtout de comprendre les explications. Ouais. Ok. Ouais. Elle dort derrière. Elle a quoi? Elle va là-bas? D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. À droite. Ouais. 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 Et après à gauche. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Je repars serein, fort de ces précieux renseignements. Et puis arrive l'embranchement où je suis censé prendre à droite. Il s'agit d'un oued asséché qui paraît quand même assez sablonneux. Je m'engage à droite comme indiqué par le berger. Mais très vite, c'est du sable hyper mou, où il m'est impossible de tenir la moto et de la faire avancer. En fait, nous n'étions pas dans le même sens avec le berger. Je suis donc pile là où il ne fallait pas. Dans ma tête, je me dis qu'il ne faut surtout pas s'arrêter. Ce serait risqué de se réensabler et de ne pas pouvoir en sortir. Un déséquilibre me forcera pourtant à m'arrêter pour ne pas tomber. Je suis con. Heureusement, Cahouette est vaillante et va me montrer une nouvelle fois de quoi elle est capable, au prix de hurlements de son petit bicylindre.
Une fois extrait de l'oued, je retrouve rapidement la piste après une coupe au cap. En parallèle, je reçois un appel des garçons. Il est bientôt 14h et le déjeuner va être servi. Il me reste encore 1 heure de piste avant d'arriver à l'hôtel. J'accélère donc le rythme, mais j'ai encore un cordon de dunettes à franchir. Je me lance à fond, rassuré par toute l'expérience acquise ces derniers jours. Bon, ok, il y a encore du travail. Pas grave, je relève la moto et repars. Oui, bon, au moins la descente de la moto est esthétique, non ? Par contre, la relevée devient de plus en plus dure. Heureusement, je sors enfin des dunes et retrouve une piste hyper roulante jusqu'à la route. Après avoir traversé quelques villages, me voilà sur le bitume. Je m'arrête pour regonfler mes pneus et... nouvelle péripétie. La batterie de mon petit compresseur ne tient plus la charge. Je n'arriverai même pas à regonfler au moins une roue. Je rentre donc au ralenti. Très gentiment, Rémi, qui a le même compresseur, m'offre le sien pour que je puisse continuer l'aventure sereinement. Les Lorrains roulent à 4, ils en ont chacun un, ça ne lui manquera pas. Encore merci Rémi. Le reste de la journée permettra de préparer la suite du voyage. Le lendemain, après une nuit dans les dunes en campement de luxe, clairement pas ma vision du voyage, mais une expérience à vivre, c'est le moment pour le groupe de se séparer. Manu continue vers la Guinée, et moi vers Zagora par une ancienne piste du Dakar. Sauf que les joints de fourche de Manu fuient de nouveau. Retour au garage. Des joints compatibles arriveront en fin de journée. Restez avec Manu pour être sûr qu'il puisse continuer. Je peux maintenant reprendre ma route, rassuré. Ça y est, je me retrouve seul pour la fin du voyage. Objectif, m'éloigner de Merzouga et trouver rapidement un bivouac pour ce soir, avant la tombée de la nuit. Bon, excitation de ce nouveau départ seul ou précipitation, je chute lourdement sur la piste 1 heure seulement après mon départ. La caméra ne tournait pas à ce moment-là, mais airbag déclenché, carénage cassé par l'antibrouillard et pédale de frein complètement retournée. Je décide d'installer mon bivouac à quelques centaines de mètres de là pour faire le point, réparer ce qui est réparable et prendre le temps de réfléchir à la suite du voyage. L'aventure ne peut pas s'arrêter comme ça. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.